Allez, un petit mot sur l'association Olive. L'association Olive est née en 2015 sur le primaire. Et en 2016, il y a eu une section au niveau du collège, en août 2016. Olive Collège, en fait, est élue première sur le collège, avec 63% des voix devant la FCPE et devant la PEP. Mais évidemment, pour toutes ces actions, on marche tous ensemble pour nos enfants. Donc, Olive, c'est 500 réunions et conseils depuis sa naissance. C'est 20 000 € récoltés. C'est une vingtaine d'actions réalisées. C'est aussi 55 adhérents. Et donc, en assistant aux différentes commissions au niveau de la mairie, au niveau des instances, souvent, on me ressort, vous savez combien ça me coûte un élève? Et là, j'ai envie de répondre par des citations. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Nelson Mandela. Celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison. Victor Hugo. Après, je vais faire une petite dédicace à nos intervenants. Donc, merci Mélanie, merci Emmanuel, Alexandre et Cédric. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper dans un arbre, il passera sa vie entière à croire qu'il est stupide. Albert Einstein. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Nelson Mandela. L'enfant est le constructeur de l'homme. Il n'existe pas un homme qui n'ait été formé par l'enfant qu'il a été. Maria Montessori. La joie d'apprendre est autant indispensable à l'intelligence que la respiration pour un coureur. Dit Alexandre, comment les 1400 grammes de notre cerveau, les 100 milliards de neurones, les 400 milliards de cellules gliales et les millions de kilomètres d'axones et les 1 million de milliards de synapses fonctionnent? Et pour conclure, j'aurais à dire un grand merci à tous les adhérents de Olive, et bien sûr aux 4 conférenciers, et petite dédicace à Mélanie qui nous a dépanné sur les 48 heures, parce que malheureusement Françoise qui devait venir a eu un petit malheur avec son mari, qui a fait un gros malaise. Et donc merci Mélanie. Merci aussi à tout le personnel de la mairie pour leur disponibilité jusqu'à très tard le soir, c'est important. Et puis j'ai envie de faire une petite dernière dédicace aussi à Douit, l'entreprise Douit qui nous a fait un site internet magnifique, et merci encore. Et enfin, un dernier merci à ma femme spéciale, parce que ça fait 32 ans de bénévolat, de syndicalisme, de politique. 32 ans, merci pour sa patience. Alors, on va attaquer avec Mélanie, qui va nous donner le fil conducteur. Alors, n'hésitez pas, on a laissé une petite boîte pour des dons pour l'association. C'est grâce à vos dons qu'on peut faire toutes ces actions. Merci beaucoup. Bonjour, je parle l'habitude de la nouvelle technologie. Alors, du coup, moi je me présente, Mélanie Guenbeau, je suis orthophoniste en libéral et je forme les nouvelles diplômées aussi en orthophonie à l'école d'orthophonie Montpellier.
C'est important. Du coup, oui, je remplace Françoise, donc j'ai improvisé une présentation rapidement. Le but est ce soir de vous présenter les 10, les particularités de fonctionnement, le TDA, le TDAH, trouble d'attention avec hyperactivité, et le haut potentiel intellectuel, qui peuvent évidemment égayer nos vies, nos nuits, nos journées, dans le positif ou négatif en général. Donc on est parti... je change la diapo. On est parti sur les 4 C. L'idée, c'est que moi, je vous présente la première partie, tout ce qui est contextuel, donc les fameuses particularités de fonctionnement, les démarches ensuite, une fois que le diagnostic a été posé, et les aides qui peuvent être proposées pour s'en sortir avec ces particularités-là. Ensuite, nous avons Emmanuel qui proposera une présentation sur le comportement en général, les signes cliniques et ce qu'on peut revoir. Donc, ce qui peut absolument faire penser à toutes les fameuses 10 et particularités de fonctionnement, que ce soit au niveau scolaire, au niveau personnel et familial, avec évidemment les fausses croyances en général qui tournent autour. Et puis après, les hommes prendront la relève pour comprendre le cerveau, avec du coup Alexandre, et le climat qui est favorable à l'apprentissage et comment mettre en place un climat favorable à l'apprentissage, évidemment, avec Cédric. Donc ça c'est moi, du coup vous avez mes coordonnées si vous avez besoin durant la conférence de me poser des questions par rapport à ce que je vais vous présenter, notamment au niveau des 10. Donc vous avez mon numéro de téléphone 06 88 01 74 61, vous pouvez envoyer un numéro et vous pourrez faire ça avec tous les professionnels qui vont passer ce soir, donc les 4. Donc les numéros sont là. Dès que vous avez une question, n'hésitez pas à envoyer un texto, on va essayer de faire un filtre, de vous répondre éventuellement en fin de présentation. Et si on ne peut pas, parce que la question est trop longue ou alors trop précise selon le cas, eh bien évidemment on fera une réponse personnalisée quand on pourra dans le week-end. Ça va ? Alors, du coup me concernant, donc, je vais vous parler du haut potentiel intellectuel, du TDA et de la 10, des 10. Je vais le faire rapidement, puisque je ne peux pas vous faire un exposé trop long, les autres auront la parole après moi. Donc, je commence par les particularités de fonctionnement qui correspondent au potentiel intellectuel. Je vous ai fait une petite courbe, alors je vais essayer d'utiliser ça. Là, c'est pour vous montrer que la population générale, c'est là. Tout le monde, les lambda. Et le haut potentiel intellectuel, il est là. Ce qui veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup dans la population. Et donc, évidemment, on se sent en décalage, on se sent différent. Et ce décalage, il est vécu au niveau de la famille, parce que les parents se disent « Tiens, mon fils, mon enfant, il n'est pas comme les autres ». Donc en général les parents sont assez décontenancés et désemparés puisque l'enfant peut avoir des difficultés le soir pour aller se coucher, ça tourne dans sa tête, il y a plein de questions qui se posent sur la vie, sur la mort et puis sur plein de choses qu'il a vécues dans sa journée et c'est compliqué là au moment du coucher pour les parents puisqu'on ne sait pas comment faire pour l'endormir cet enfant mais en même temps les parents sont fascinés par cet enfant qui est différent. Donc ça crée du coup des décalages et l'enfant ne sait pas comment se comporter, à la fois très mature, très adulte à la maison et à la fois très immature aussi parce que ça reste un enfant surtout. L'enfant se sent aussi en décalage par rapport aux autres évidemment, au niveau scolaire comme au niveau social. Il n'a pas les mêmes centres d'intérêt en général. Donc évidemment ça crée une différence qui est souvent mal vécue puisque quand on se sent différent, c'est pas forcément dans le bon sens en général, malheureusement. Et le décalage, il peut être intime aussi, c'est-à-dire que personnellement, il sent qu'il a beau avoir un haut potentiel intellectuel, il n'est pas bon partout. Et cette hétérogénéité-là que vous pouvez avoir eu éventuellement dans les diagnostics ou dans les bilans des psychologues, souvent ils mettent que le QI n'est pas interprétable, que le QI est hétérogène. C'est simplement que votre enfant a un excellent niveau dans un domaine et il est tout à fait dans la moyenne pour un autre, mais donc on ne peut pas faire finalement de moyenne des deux scores. C'est comme si vous aviez, on va dire 20 en maths, un contrôle, et le lendemain vous avez pris 0 en français. Évidemment, au niveau scolaire, on va pouvoir faire une moyenne, vous avez 10 de moyenne. Mais en fait, ça ne représente pas du tout votre niveau intellectuel, ce 10. Ce qui vous représente, c'est le 20 en maths et le 0 en français. Vous êtes très bon en maths et beaucoup moins en français. C'est pour ça qu'ils ont du mal à faire cette moyenne-là. Et cet enfant, il vit avec ça. Donc il ne sait jamais s'il va donner le meilleur ou le moins bien. Et c'est compliqué du coup à vivre aussi pour lui. Il est aussi très mature sur le plan intellectuel, très mature sur le plan de ses questionnements en général. Par contre, il peut être très immature au niveau de la gestion de ses émotions. Et c'est là que c'est compliqué à gérer aussi pour les parents. Alors je vous en ai fait un topo très rapide évidemment. Et on a Emmanuel tout à l'heure qui va bien décortiquer tout ça.
Le TDAH, maintenant, je vous ai fait un petit visuel qui est à la fois très représentatif et à la fois pas du tout, notamment chez les filles. Donc ça, c'est l'idée commune que l'on en a, c'est-à-dire... Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, hein, les enfants au potentiel comme ça, non, on n'en connaît pas beaucoup. Ça, c'est la fausse croyance du l'enfant a le potentiel en général. Et là, c'est pareil pour le TDA. Alors évidemment, ça peut être un enfant qui est rêveur, qui est absent du cours, qui est assez dynamique et qui met un peu la bagarre, ou qui va se lever en classe plusieurs fois, ou qui va être bruyant. Dans tous les cas, en général, on le repère. On le repère souvent quand c'est un garçon, on le repère plus facilement quand c'est un garçon, on le repère beaucoup plus difficilement quand c'est une fille. La fille, elle passe partout, elle est mignonne, donc elle peut regarder la prof dans les yeux et puis ne pas du tout écouter ce que dit le prof, mais du coup, ça ne se verra pas. Donc il y a 2 à 3 critères à relever. En général, il y a une dominante, attentionnelle ou hyperactive et impulsive, en sachant que du coup, les difficultés d'attention, elles sont là, plutôt rêveur, distrait, étourdi, ne termine pas ce qu'il a commencé, a des difficultés à respecter une consigne. Ça, en général, c'est ce qui lui est compliqué de faire. Et ça se retrouve souvent chez la fille. L'hyperactivité touche à tout, la bougeotte, il parle beaucoup, il est bruyant, et tic et tac, je fais tomber mon stylo, je reprends mon stylo, je fais tourner mon stylo, je dérange, j'ai besoin de me lever, j'ai besoin de bouger, il se passe toujours quelque chose. Et l'impulsivité, c'est qu'il peut couper la parole, ce qui est toujours très mal vécu au niveau social évidemment, et au niveau scolaire notamment. Il se précipite, a des problèmes de comportement, et notamment dans les relations sociales. Des difficultés à gérer ses émotions générales, puisqu'il a du mal à les contrôler, à les gérer. Là, je vous ai fait un topo rapide aussi, puis on en reparlera tout le long. Maintenant, l'enfant avec 10 et l'enfant sans 10. Donc 10, on en a plein. Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dyspraxie, dysphasie. L'idée, c'est que là, on voit qu'au niveau scolaire, la 10, c'est un trouble du coup développemental, neurodéveloppemental. Je vous expliquerai après, par ailleurs, comment ça s'explique. Là, l'idée, c'est qu'il faut simplement dire que l'enfant avec une 10 est en difficulté au niveau scolaire. Et on le repère aussi, en général, facilement. Donc là, on le voit bien. Il n'a quasiment rien écrit, alors que son copain à côté a tout écrit. Donc il va finir plus lentement, moins rapidement. Et du coup, il va se faire repérer aussi. Mais tu es lent, mais il accélère, sauf qu'il n'arrive pas. Il est en difficulté pour comprendre, il est en difficulté pour s'exécuter. Et évidemment, ça impacte son estime personnelle en général. Puisqu'il faut suivre le groupe avance, et puis moi je suis toujours un peu à la traîne. Mais il y a des raisons pour ça. La première, c'est la dyslexie. Dyslexie, difficulté, dysfonctionnement dans la lecture. J'ai des difficultés pour lire ce qui est écrit sur une page. J'ai des difficultés du coup à lire sans erreur, mais après je peux tout à fait lire sans erreur, mais simplement je vais lire très lentement. Le déchiffrage n'est pas du tout automatique, j'ai du mal à apprendre à lire. Donc ça peut se repérer éventuellement dès le CP, ça se diagnostique plutôt vers le CE1, et des fois malheureusement beaucoup plus tardivement. Et évidemment, ça a un impact, c'est qu'après, ça devient fonctionnel, et tous les enfants 10 et tous les adultes 10 dyslexiques, il y en a plein, ils ont appris à lire, ils arrivent à lire sur la suite. En revanche, on repère souvent qu'il y a une difficulté de compréhension, ils n'ont pas tout saisi, ou alors ils n'ont pas compris les finesses, et tout simplement parce que ça demande un effort à chaque fois, le déchiffrage n'étant pas automatique, lire n'étant pas automatique, je me concentre sur ma lecture et je ne peux pas me concentrer sur autre chose, ce qui peut évidemment majorer les difficultés d'attention. Et un petit exercice tout bête, un problème de maths. Lui, alors je sais que l'image n'est pas très bonne, mais quand on est dyslexique et que, alors là c'est une dyslexie assez importante, mais n'empêche que j'ai du mal à découper les mots au bon endroit, du coup j'ai du mal à faire sens. Donc moi si je le lis, monsieur et madame, qu'est-ce que c'est, Renault vont de Paris à Chamonix, la distance est de 600 km, la voiture consomme 10 litres au 100 km. Il faut compter 25 € de péage d'autoroute et ça c'est compliqué là. Pourtant moi je sais ce que ça signifie mais j'ai du mal. Et évidemment vous comprenez quand on est juste dans jeu des chiffres, là je vous ai mis dans la position d'un enfant 10, c'est compliqué, on met du temps. Et puis du coup après il faut se redire mais qu'est-ce que j'ai lu déjà? Donc évidemment on perd du temps à ce moment-là. Et les autres pendant ce temps ils avancent. Quand on lit la première question, ça vient pas naturellement. Quelle est la consommation d'essence? Alors j'ai mis du temps à trouver la licence. Maintenant, il y a la dysorthographie, donc des difficultés en orthographe, des difficultés pour apprendre l'orthographe. Et l'orthographe, ça a évidemment 3 domaines. Il faut apprendre à orthographier donc les sons, à ne pas faire de faute de son, poisson, poison. J'oublie pas le S. J'oublie pas les accents en général. Chaque faute compte et vous avez pu le voir dans les copies, dans les maîtresses.
un accent en moins, une virgule en moins, hop, c'est entouré et on a en général des points en moins. Et ça va très 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 vite. Et on compte même pas, je parle même pas des erreurs de mots et des erreurs de grammaire, mais évidemment aussi, il faut savoir comment on s'écrit éléphant avec un PH ou pharmacie. Il faut savoir qu'il faut mettre ENT à tel mot, mais pas à celui-là. Il y a un ES quand c'est une fille, puis ES quand il y en a plusieurs. Et tout ça, ça demande un effort, mais si j'ai du mal à lire, j'ai du mal forcément à écrire, j'ai du mal aussi à me relire en général. Si j'ai un trouble d'attention, mais je suis oublieux, et j'oublie le S, et j'oublie ci, et j'oublie là, on dit quand même, c'est facile, les vaches. Mais là, je vous mets au défi d'orthographier correctement. Vous savez plus où est-ce qu'il faut mettre le S et le... Parce qu'on ne les voit pas. On n'a pas le mot qui apparaît. Donc si on cumule dyslexie et orthographie, évidemment, l'orthographe va être très, très lente à se mettre en place, en général. La lecture se met toujours en place, l'orthographe aussi, bonhomme. Donc là, c'est un petit exemple aussi. On doit écrire un petit bateau bleu. Alors là, je l'ai tapé moi à l'ordinateur, mais évidemment, c'est écrit, sachant que l'écriture nécessite un geste graphique. Et en général, il peut y avoir une difficulté aussi au niveau du geste graphique. La dysgraphie, c'est avoir des difficultés pour écrire. Le geste, apprendre le geste est compliqué, c'est pas automatique. Donc je suis ralentie. Ça peut créer des douleurs aussi. Au bout d'un moment, hop, je lève le stylo. On tient mal le stylo. Et en général, du coup, c'est pas trop lisible. Donc il peut y avoir un peu tout. C'est juste très beau, mais très très lent. Ça peut être très mal écrit. Par contre, il n'y a pas trop d'erreurs parce qu'il n'y a pas de dysorthographie. Et on peut cumuler les problèmes de vitesse, les problèmes de précision et les problèmes d'orthographe. Donc là, on a un jeune garçon qui va inverser le N et le U. Il confond les lettres parce qu'elles sont proches sur le plan visuel. Et puis petit bateau, il va les coller puisqu'il ne sait pas quand est-ce qu'il faut les mettre ensemble ou pas, et surtout parce qu'il est tellement en train de faire les conversions il continue A, O, et il oublie que ah mince, il fait que je m'arrête à petit, dans un effort de concentration terrible à ce moment-là. Donc il sépare mal les mots et puis il confond le P et le B parce que c'est pareil, c'est proche au niveau visuel. Et au niveau auditif aussi, et puis bleu, hop, il va oublier une lettre. Donc si vous rajoutez un TDA là-dessus, il va être d'autant plus oublieux et l'orthographe va être d'autant plus compliquée. Donc là, on sent que l'enfant est en difficulté, évidemment, toute la journée, on va lui demander de lire, d'écrire, et aussi rapidement que les autres, de comprendre aussi rapidement et aussi précisément que les autres. Donc 8 heures par jour. Et puis quand il rentre le soir, quand il rentre le soir à la maison, donc après ces 8 heures de travail, et bien on remet ça avec des devoirs. Et normalement les devoirs ça dure 20 minutes. Sinon je peux parler fort, mais je peux sûr. Ça tient un peu. Je continue le temps qui tient. Donc c'est un enfant qui va évidemment ne pas avoir envie de faire les devoirs. Peut-être une crise, peut-être des pleurs, peut-être des stratégies d'évitement. Oui, attends, je vais d'abord j'ai soif, d'abord j'ai faim, d'abord j'ai aux toilettes. C'est pas le bon stylo, c'est pas... Et puis bon, il résiste, et puis évidemment ça se fait dans la douleur en général, et surtout pour lui, mais comme pour les parents. Et l'objectif de ce soir, c'est qu'on vous dise comment faire, évidemment. L'idée, pour l'instant ça continue, l'idée c'est qu'on peut rajouter à ça une dyscalculie. Alors la dyscalculie, elle porte mal son nom malheureusement, parce qu'en général on dit toujours c'est un problème en calcul. En fait c'est un problème d'apprentissage du nombre. J'ai du mal à me représenter le nombre et les quantités. Et donc, alors je vous les ai toutes mises là, mais je ne vais pas tout décrire évidemment. L'idée c'est que j'ai du mal à me représenter que, tiens, devant moi là, il n'y a de personne. Alors c'est faussé parce que Cédric m'avait dit juste avant, mais certains pour vous dire beaucoup, 3000, parce que 3000, effectivement, c'est beaucoup. Puis s'il y en a 15 qui partent, il y en a beaucoup qui seront partis, donc il y en a au moins 1000 qui sont partis. Donc c'est du mal à se représenter les quantités. Sauf que si j'ai du mal à me représenter les quantités, j'ai du mal à opérer sur les quantités, j'ai du mal à réfléchir, à résoudre des problèmes. Donc souvent, quand il y a un trouble de l'attention, j'ai du mal à calculer. Et quand j'ai une dyscalculie, j'ai du mal à gérer le nombre en général. Donc, vous avez... Ah, c'est pas la bonne, pardon... Vous avez des difficultés pour lire et écrire le nombre. Là, on a un enfant qui veut écrire 260. Il a bien écrit le 200 et le 60, mais c'est comme pour l'écriture des mots, il les a juste collés. On a des difficultés pour raisonner, résoudre des problèmes, évidemment, des difficultés pour faire les calculs, que ce soit pour les poser, les aligner quand il y a des difficultés visio-spatiales, que pour les manipuler mentalement. Et Dieu sait que moi, ce n'est pas mon domaine non plus. Des difficultés spatiales pour les aligner, bien sûr. Et comment vous alignez 260 plus 390 Je vous assure que l'enfant, il va être en difficulté, il n'aura pas le bon résultat derrière.
Des difficultés pour donner sens aux opérations, qu'est-ce que c'est qu'un plus, qu'est-ce que c'est qu'un moins, qu'est-ce que c'est qu'un fois, qu'est-ce que c'est qu'un divisé, quand est-ce que je les utilise. Mais si j'ai du mal juste à savoir combien de personnes dans cette pièce, combien je dois savoir comment utiliser un plus, un moins, un fois, un divisé. Ça demande beaucoup d'énergie évidemment. Et enfin, des difficultés pour comprendre les autant que, souvent ils vont vous dire ça fait plus que, et il y en a d'autres. Et des difficultés, et là je pense que la plainte en général pour les maths c'est ça, des difficultés pour mémoriser les tables. Alors les tables de multiplication en général, pourtant on se dit mais c'est facile, j'ai plus qu'à apprendre par cœur. Mais ça ne rentre pas, parce que pour toute personne lambda sans dyscalculie, il n'y a pas de compréhension à avoir, parce que la compréhension en fait, elle est déjà là derrière, naturellement. L'apprentissage s'est fait tout seul. J'ai compris que 3 fois 3, c'est 3 fois le 3, et 3 fois 6, c'est 3 fois le 6, ou 6 fois le 3. Sauf que ça, c'est une compréhension qui n'est pas du tout automatique chez tout le monde. Donc apprendre quelque chose par cœur que l'on ne comprend pas, mais c'est juste pas possible. C'est comme si je vous demandais là d'opérer avec des nombres, je sais pas moi, chinois. Donc si vous ne comprenez pas, je vous assure que les tables x10, vous ne pourrez pas les comprendre, et encore moins les retenir. Donc ça, c'est compliqué, évidemment, ça majeure les problèmes en calcul mental, et pour opérer ensuite derrière. La dysphasie qui est moins bien connue et qui se diagnostique généralement très très rapidement, donc qui se repère très très rapidement vers 1 an et demi, 2 ans, mais qui se diagnostique tardivement vers 6 ans en général, et bien moi dans mon cabinet, je diagnostique plutôt vers 5, 15, 16, 17, 18 ans. C'est des difficultés pour comprendre et des difficultés pour s'exprimer. En général, les deux versants sont touchés, donc j'ai du mal à comprendre quand on me parle, mais j'ai du mal à comprendre quand je lis, parce que j'ai du mal à comprendre le mot en général. Le mot me pose souci, l'accès au concept me pose souci. Donc j'ai du mal à trouver le bon mot, je cherche les mots, j'ai du mal à faire des phrases syntaxiquement correctes. Ça se repère très vite, c'est un enfant qui est toujours en décalage, qui met un mot à la place d'un autre. En général, on a les mêmes difficultés quand on a un trouble de l'attention, mais c'est beaucoup moins fort, puisque l'enfant qui a un trouble de l'attention va chercher ses mots aussi. Simplement, il ne sera pas embêté sur le reste. L'enfant dysphasique, il va avoir du mal à parler en général, donc ça se repère vite, à avoir du vocabulaire. Souvent, il peut passer inaperçu jusqu'à l'âge de l'adolescence, s'il ne passe pas dans mon bureau, ou l'âge adulte. Pourquoi ? Puisqu'il a appris à être fonctionnel et à parler comme vous et moi, c'est très simple. Bonjour, comment allez-vous ? Ça, c'est tout simple avec le prof. Ou, tu as passé une bonne journée aujourd'hui ? Oui. Tu as mangé à la cantine ? Oui, non. J'étais avec tel. Là, je ne peux pas faire ça, ce prof il est nul. C'est des phrases qui sont très simples, on n'a pas un vocabulaire, un langage très élaboré à la maison en général, on utilise toujours les mêmes mots, donc on ne repère rien. Par contre, c'est un enfant qui va grandir et dès les exigences scolaires vont augmenter, donc à partir de la 6e en général, on sent que là il est passé à côté, que les bouquins c'est compliqué à lire, qu'il passe à côté des histoires, qu'il ne comprend pas tout à fait les consignes. Et c'est pas juste de l'inattention, c'est pas juste à la maison on lui redit, hop il a compris. C'est qu'à la maison on le lui redit, mais il faut le redire avec des mots plus simples, il faut le réexpliquer plus simplement ou avec des schémas. Et là il comprend. Donc évidemment, quand on augmente en classe d'âge, donc 5e, 4e, 3e, et puis évidemment seconde et première, les exigences vont croissant et on demande à comprendre des figures de style, on demande à comprendre des mots qui sont assez compliqués, de trouver la subordonnée relative et circonstancielle de temps, beaucoup de vocabulaire ici, beaucoup de finesse, et c'est très compliqué pour l'ado dysphasique en général. Donc la dysphasie est méconnue et souvent on parle de dysphasie invisible chez l'adolescent, puisqu'il parle comme vous et moi au quotidien, mais dès que c'est élaboré, ça devient plus compliqué. Donc, si j'ai du mal avec la langue française, j'ai du mal à apprendre la langue française et la maîtriser, j'ai évidemment du mal avec les autres langues étrangères, donc l'anglais, le français, l'anglais, l'espagnol et tous les autres. La dyspraxie maintenant, alors je ne suis pas du tout une référente en dyspraxie, mais heureusement je travaille avec des psychomotriciens, donc maintenant je commence à maîtriser un peu le sujet, mais je vais passer vite là-dessus. Donc un trouble d'acquisition des coordinations, donc j'ai du mal tout simplement avec le geste, j'ai du mal à apprendre les gestes, les mouvements du quotidien. Alors lasser des chaussures, on sait tous que ça nécessite un apprentissage chez le petit, et bien c'est un apprentissage qui ne dure pas très longtemps et ça fonctionne après. Chez le petit, chez qui on apprend, on essaye de réapprendre et on continue, on essaie de trouver des feintes et puis ça ne marche toujours pas et on est obligé de passer au scratch. Il y a possiblement une dyspraxie derrière. Le geste est compliqué, nécessite un effort. Mais ce sont tous les gestes du quotidien qui nécessitent un effort. Donc ça peut être couper la viande, ça peut être apprendre à faire du vélo, et ça peut être lancer une balle, ne pas prendre une balle dans la tête, et ainsi de suite. Donc c'est comme si vous mettiez des gants de boxe et vous essayez de vous lasser les chaussures là maintenant tout de suite. Vous allez avoir beaucoup de mal, ça va vous demander toutes vos ressources attentionnelles, ça va vous mobiliser complètement. Vous n'allez pas vous sentir très fort sur le moment. Ça, c'est une dyspraxie. Évidemment, ça crée une lenteur, donc ça majeure aussi les difficultés pour écrire, en général,
tenir le compas, faire une figure. Donc Pythagore, Thalès, c'est compliqué à gérer ça aussi, en mathématiques et en géométrie notamment. Et puis il y en a d'autres bien sûr. Donc un petit récap qui n'est pas très glorieux parce qu'évidemment on se dit oh là là, oh là là, oh là là. Les 10, le TDA, parce que le haut potentiel intellectuel bien sûr n'est pas un trouble, au contraire. Ce sont des difficultés pour apprendre en général, apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à calculer, apprendre à faire des gestes, à manipuler et apprendre à se concentrer. C'est dû à un dysfonctionnement cérébral. En général, il y a une piste génétique héréditaire, il y a plus de familles prédisposées. Donc si papa l'est, le petit garçon l'est sûrement, la maman l'est inversement. Papy, il a sûrement été, il n'a jamais été diagnostiqué. Donc en général, dans les fratries aussi, il y a une prévalence. Merci, j'ai pas le mot. Ça fait pas partie de mon vocabulaire. Évidemment, du coup, on le repère plus facilement chez les garçons, qui sont aussi plus facilement diagnostiqués. Pour l'instant, on a du coup plus de garçons diagnostiqués en général. Ça peut se cumuler, comme on a dit, parce qu'en général, si j'ai du mal à lire, je peux avoir du mal à écrire, et si j'ai du mal à écrire, je peux être en difficulté en orthographe, et ainsi de suite. Mais ce ne sont pas des maladies. On n'en meurt pas. Comme moi, je suis très très myope, je suis une top, parce que mon demi-lentille, là, je ne vois rien. Pour le coup, je ne sais pas s'il y en aura une ou 25 personnes devant moi. Eh bien, je n'en meurs pas. Ce ne sont pas des maladies. Moi, j'ai la chance, j'ai quelque chose qui me permet de, hop, les lentilles, les lunettes, je compense, et j'ai aucun effort à faire. La 10 et le TDA se compensent, donc évidemment se résorbent d'année en année. À l'âge adulte, il y a plein d'adultes 10, que ce soit dans cette pièce ou dans le monde en général, et puis soit ils ne le savent pas, soit ils le savent tardivement, soit ça les a gênés un peu, soit ça les a gênés beaucoup, en tout cas ils font leur travail comme les autres. Ils ont trouvé un travail qui pouvait les mettre en avant leur potentiel. Et c'est l'objectif évidemment de ce soir déjà de vous l'expliquer, et puis de faire en sorte que vos enfants trouvent aussi leur voie. L'idée c'est que malheureusement ça a quand même un handicap à la fois scolaire, et à la fois évidemment familial, social, pour la gestion des relations avec les autres. Et c'est, alors j'ai mis que malgré un QI normal à supérieur en général. J'ai mis malgré un QI normal à supérieur, il est avéré que les enfants avec une 10 ou un TDA ont en général un QI supérieur. Chouette. Donc ça veut dire que la chose est bien faite quand même, il faut qu'ils puissent compenser leurs difficultés. Et ça veut dire qu'une fois qu'ils les auront compensés, eh bien, ils seront simplement supérieurs et pourront faire ce qu'ils veulent. Là, on va en parler juste après. C'est évidemment aussi malgré l'absence de difficultés sensorielles, puisqu'un enfant qui aurait du mal à voir, un enfant qui aurait un problème aussi au niveau physique et corporel, ne pourrait pas bien écrire ou bien lire ou autre, c'est en l'absence de tout ça. Donc tout fonctionne bien, mais pas l'aire cérébrale qui sert à lire ou à écrire. Et donc un petit test tout simple, alors je sais que vous n'allez pas écrire maintenant, mais c'est l'idée. On imagine que vous changez de main, donc vous êtes droitier, vous écrivez avec la main gauche, vous êtes gaucher, vous écrivez avec la main droite. Et je vais vous demander de faire semblant d'écrire ceci. Alors pour ceux qui n'ont pas fait cette langue, maintenant c'est pas drôle. Mais ça nous dit quoi? Ça veut dire que vous allez mettre beaucoup plus de temps que si vous écriviez le petit garçon est parti. La phrase simple en français que vous connaissez bien, parce que vous allez à la fois déchiffrer, à la fois écrire, et là vous allez sûrement écrire une lettre après l'autre, ou 3 lettres après 3 lettres, et regarder chaque signe, et vérifier, puis là il y a une majuscule, puis là, il y a un tréma au-dessus d'un O, puis j'ai pas l'habitude de ça. Ça veut dire que vous êtes lent, vous êtes ralenti, vous mettez la position d'indice. Et puis si vous essayez de copier ça, et pourtant c'est juste de la copie, hein, c'est simple. À l'école on entend ça, mais c'est facile. Il fait des fautes alors qu'il copie. C'est facile la copie, il faut juste regarder. Ben oui, on voit bien, mais essayez de faire ça. Là vous êtes très 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 lent. Et puis je suis sûre que la majorité d'entre vous va faire des fautes, va oublier des mots, va inverser. Et là on voit tout à l'heure le U et le N, on dit mais quand même ça se ressemble mais c'est pas les mêmes. Oui, bah, là aussi, hein, là aussi. C'est compliqué tout ça. Donc là, on se met dans la position d'indice. Ça va? Donc, s'il en a marre, votre petit loup, s'il n'a pas envie de faire les devoirs le soir, parce que ça fait 8 heures qu'il fait ça. Et franchement, est-ce que c'est passionnant? Est-ce que ça donne envie? Est-ce que ça le motive? Et surtout, s'il y a un haut potentiel derrière, parce qu'on peut avoir un haut potentiel, évidemment, une 10 ou des 10, eh bien, votre enfant, il donne tout ce qu'il a toute la journée. Donc, arrive le soir, s'il n'a plus envie, bah, quelque part, c'est normal. Mais là, c'est compliqué après pour les profs de comprendre que le soir, il ne faut pas de devoirs. Donc,
Voilà, il est là. Mais on peut l'aider, ce petit bout, parce que mine de rien, il est chouette. Et donc, quand on dit souvent, moi j'ai des parents qui m'écrivent en me disant, mais je pense que franchement, il a un poil dans la main, cet enfant. Il ne veut pas travailler, il fait aucun effort. Et là, je lui demande juste de refaire un exercice pour vérifier, ou de réécrire 3 lignes. Pourtant, c'est 4 mots quand même, c'est pas énorme. Ben, c'est juste énorme. Parce que si je vous fais faire ça là pendant 8 heures, 8 heures, et je vous redemande ce soir, quand vous rentrez, enfin, demain soir, quand vous rentrez, allez, on va refaire ça encore une fois, mais et pour être sûr, on va le refaire avant d'aller se coucher. Je pense que là, à votre âge, vous m'envoyez jarter, et bien lui, il le fait gentiment en pleurant, le pauvre. Donc on va essayer de l'aider. Et comment l'aider? C'est tout simple. Déjà lui dire qu'il est intelligent et mettre en place plein de choses. La preuve, alors ça, je sais que Cédric va en parler, donc je le fais très très rapidement. Eh bien, il a plein d'intelligence. Alors, on a parlé d'intelligence intellectuelle tout à l'heure, c'est-à-dire celle qui est évaluée à la Wechsler, je ne sais jamais dire ce mot, tu le rediras. Mais en fait, il y en a donc là pour l'instant 8, selon Gardner. Ça, c'est l'intelligence verbale. Donc, s'il est dysphasique, bah oui, il n'aura pas une intelligence verbale. En tout cas, il ne sera pas mauvais, mais ce ne sera pas excellent dans ce domaine. Ce n'est pas son domaine de prédilection. Moi, pour le coup, j'adore parler. Donc, ça, c'est mon domaine. L'intelligence logicomate, ça, c'est pas moi. Donc, ben oui, moi je suis pas là, heureusement je suis là. Donc, l'enfant qui a une dyscalculie ou un trouble du raisonnement, il n'est pas là. L'intelligence visuelle et spatiale, c'est une dyspraxie ou un problème neurovisuel, ben il n'a pas ça. L'enfant qui a une dyspraxie, non. L'enfant qui a une dyspraxie, il n'a pas l'intelligence corporelle, puisque c'est compliqué pour lui les gestes et d'utiliser son corps et de savoir se mouvoir avec facilité. Mais voilà, il n'y a que ces quatre-là qui vont être j'ai bien vérifié. C'est rouge, hein. On a l'intelligence. Hein? On en filet? Oui, je pense. Parmi à peu près. Ah oui, c'est bon, vous m'entendez? Et donc, bah, évidemment, il reste plein d'intelligence. Et en général, c'est là où c'est compliqué, notamment que ce soit pour les instituts, pour les parents, qui n'ont pas les mêmes intelligences, et pour les profs surtout, c'est qu'il y a une intelligence musico-rythmique, donc la musique, le rythme, et c'est pas juste je suis bon pour reconnaître les sons et autres, c'est qu'on peut apprendre avec la chanson. La plupart, bah, juste réécrire une leçon, c'est pas possible, c'est trop long. Relire une leçon, bah, pour le coup, la lecture c'est compliqué, donc c'est trop long, ça sert à rien, je vais pas fixer en mémoire et je vais pas forcément comprendre. Mais chanter la leçon, la mettre en rythme. Et alors ça, quand moi j'ai des parents qui sont en plus dans la chanson et qui font du gospel le soir pour apprendre une table de multiplication, bizarrement ça marche beaucoup mieux. Donc, vous n'êtes pas forcément dans le chant, moi je sais que je ne suis pas du tout dans le chant, mais j'apprends à faire ça aussi notamment avec mes patients parce que c'est ce qui marche. Et en général, ce qui est chouette, c'est que dans la famille, s'il y en a un qui a une intelligence rythmique, ben souvent un papa ou la maman aussi, donc on s'en sert évidemment beaucoup. L'intelligence évidemment sociale, l'intelligence personnelle, je suis capable de me connaître, m'introspecter, je suis intuitif. Et l'intelligence plutôt environnementale, je suis capable d'observer, de reconnaître, de classer tout ce qui est nature. Mais du coup, tout ça, malheureusement, on ne s'en sert pas trop à l'école. Donc on ne le voit pas. Et c'est ce qu'on va évidemment développer, nous, et en séance, en éducation. Donc les stratégies qu'on va montrer aussi aux parents et à l'enfant, pour qu'il apprenne tout simplement à utiliser ce qu'il sait faire, et pas forcément ce qu'il a du mal à faire. Moi, ça, je l'utilise pas, hein, très peu. Donc, en fait, en gros, quand il y a une difficulté, tout simplement, il y a 3 étapes. La première, c'est que je m'interroge. Il y a quelque chose qui se passe avec mon enfant, donc je vais aller consulter. En général, c'est le généraliste. Ça peut être l'institutrice aussi, ou le prof qui dit tiens, il faudra aller consulter parce que je sens que là, c'est une difficulté pour lui. Dans tous les cas, généraliste, pédiatre, pédopsychiatre, neuropédiatre, vous allez avoir plein de mots comme ça. Tout est bon à prendre.
Et on parle des difficultés rencontrées. Et normalement, en général, il vous fait une première ordonnance, souvent c'est orthophoniste, parce qu'on est là en première intention. Mais l'idée, c'est qu'en deuxième, on fait les bilans. Donc l'orthophonie passe souvent en priorité, puis sinon il y a un bilan psychométrique, c'est-à-dire qu'avec un psychologue qui va faire un bilan QI pour voir un peu où on en est. Un bilan général de ses compétences et de ses intelligences, mais les intelligences qui sont ici, donc au niveau du QI, elle vous en reparlera. On a tout ce qui est linguistique, on a le logico-mathématique, le visio-spatial, et puis c'est tout. Donc on n'a pas les autres. Donc c'est pareil, on évalue toujours les mêmes intelligences. Mais au moins, on voit au niveau scolaire ce qui peut aider, ce qui peut être favorisé et ce qui peut être difficile pour lui. Et enfin, du coup, il y a évidemment d'autres bilans, le bilan psychomoteur, le bilan ergothérapeutique et le bilan graphothérapeutique. Donc là, simplement, en fonction des difficultés, on vous envoie vers les bonnes personnes. Ensuite, une fois que j'ai tous les bilans, et bien normalement, je suis censée reconsulter le premier, le généraliste, le pédiatre ou le pédopsychiatre, si possible plutôt neuropédiatre et pédopsychiatre qui s'y connaissent davantage en général que la majorité des généralistes. Il y en a plein qui font des efforts dans le coin quand même pour se former. Il confirme le diagnostic, il valide et il dit de démarrer les prises en charge et surtout, normalement, il doit faire l'effort de les prioriser. Et si ce n'est pas lui qui le fait, c'est à vous de le faire évidemment, puisque votre enfant, même s'il a plusieurs difficultés, il ne doit pas démarrer plusieurs suivis, parce qu'il a fait un marathon toute la journée. Un marathon pour lire, pour écrire. Il va faire un marathon parce que les devoirs, il faut quand même les faire. Et en plus, il aura une séance d'orthophonie, de psychomotricité. Mais il faut simplement qu'il y ait les bonnes personnes pour vous indiquer quoi faire en priorité. Donc si j'ai des difficultés pour lire et que j'ai un problème au niveau de l'œil, au niveau orthoptique, que mes yeux ont du mal à balayer, mes yeux ont du mal à converger, et forcément ça va impacter la lecture. C'est pas la peine d'aller voir l'orthophoniste de suite. On va d'abord voir l'orthoptiste, quelques séances, 10, 15, ça dure 20 minutes, samedi matin, vendredi soir. C'est rapide. Et une fois que l'œil fonctionne mieux, bien là, on peut aller voir l'orthophoniste. Le cul et le tout, c'est toujours très compliqué. Ils n'ont pas besoin de ça, ils n'en peuvent plus. Donc prioriser, c'est le plus important, je pense. Une fois que c'est fait, donc on démarre les prises en charge. Alors quand il y a un TDA, on peut démarrer une prise en charge, évidemment, un traitement pharmacologique avec le méthylphénidate. Ou alors homéopathique pour certains, ça peut fonctionner sur quelques temps ou quelques périodes, mais ça suffit souvent pas. Ce qui est avéré par la Haute Autorité de Santé, c'est que pour un TDA, il vaut mieux un traitement pharmacologique et une psychothérapie de type TCC. Alors je ne vais pas tout vous expliquer là, l'idée c'est que, et surtout qu'il y a Emmanuel qui vous fera sûrement, on a des prises en charge individuelles ou de groupe, l'idée étant de faire en sorte que l'enfant apprenne à se connaître. Sache ce qu'il fait et quand, et ce qu'il voudrait mieux faire et quand et comment, et on trouve ensemble des solutions en général avec lui. Remédiation cognitive, c'est-à-dire que tout ce qui dysfonctionne au niveau exécutif et cognitif, eh bien j'ai du mal à planifier mes réponses, j'ai du mal à planifier ma pensée, j'ai du mal à réfléchir, j'ai du mal à inhiber un comportement, je suis un peu impulsif. Et donc là on va voir ou le psychologue ou le psychomotricien selon le niveau de performance et les compétences. Rééducation, on est plus dans l'orthophonie, la psychomotricité, l'ergothérapie. Et le soutien, évidemment, ce coaching scolaire, qui en général sont super et sont très importants, puisqu'on va souvent voir aussi l'orthophoniste pour ça, et vous pouvez avoir sa leçon d'histoire, etc. Mais sauf que nous, on ne sert à rien là-dedans. Donc tout ce qui est méthode, on peut donner des pistes, mais évidemment, nous, on va travailler sur sa façon de travailler, tout ce qui dysfonctionne, et on va faire aussi, évidemment, en sorte de voir ce qui fonctionne dans le bilan orthophonique. Tiens, ça, c'est un gros point fort pour lui, ça, c'est quelque chose qui marche. Donc je vais me servir de ce qui marche pour aider ce qui ne marche pas. Et donc là, ils vont en parler évidemment tous ensemble. Au niveau des aménagements, il y a des choses à faire en classe, bien sûr, puisqu'en classe, eh bien, on l'a fait lire toute la journée, on le fait écrire toute la journée, mais il y a vraiment des difficultés pour lire et pour écrire. Donc peut-être qu'on pourrait demander à l'institut de faire un effort. Souvent, j'ai des parents qui me disent, alors j'ai le discours, mais quand même, le prof pourrait faire un effort parce qu'il ne met rien en place pour mon fils, mon petit-fils, mon... Et puis inversement, j'en ai qui disent, non mais c'est bon, on va pas en plus lui faire une dictée à trop, il ne faut pas exagérer non plus, il peut écrire au moins quelques phrases. Ça dans le discours des parents, c'est rare, mais ça arrive. Il faut se dire quand même une chose, c'est qu'on se dit tous égaux, alors il n'est pas parti, tous égaux, le pauvre petit bout de chou qui a une 10, il verra rien. L'équité, c'est quand même mieux, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des aménagements, mais là on se dit que c'est normal quand même, parce que là ça nous choque, ça ne marche pas. Donc moi, si je vous parle comme ça toute la soirée, c'est que je vois rien. Mettre des lentilles, quelque part, ça paraît logique, ou des lunettes, je vous vois mieux, ça m'est facile du coup de vous regarder, quelque part c'est normal. Et heureusement que ça m'est facile. Normalement, lire et écrire doivent être faciles. Parler, se concentrer, doit être facile. Là, vous me regardez tous, vous êtes concentrés. Je vois bien qu'il y en a quelques-uns qui dévient, il doit y avoir les TDA au milieu. Le fait est... ou qui baillent, ça c'est autre chose. Le fait est que
normalement c'est facile de se concentrer, c'est facile de parler, c'est facile de se faire sélasser, c'est facile d'orthographier. Si ça n'est pas facile, eh bien on met en place un aménagement, surtout quand on demande de faire ça toute la journée, toute la semaine, et je ne sais pas combien de jours par an. Là, ça nous paraît logique. Donc, pour le prof, il faut simplement le demander de façon très bienveillante, pour avoir une bienveillance de l'autre côté. Il y a plein d'aménagements possibles, donc on peut demander tout simplement à ce que les contrôles soient diminués, qu'il y ait moins à faire, que les devoirs soient diminués évidemment aussi à la maison. On laisse un temps supplémentaire, je ne suis pas fanat du tiers-temps en général, sauf pour les épreuves type brevet, officiel et bac, parce que ça veut dire que quand la cloche sonne, votre fils ou votre fille va rester en classe pour finir son devoir, alors que les autres vont arrêter, sauf que c'est vraiment lui qui a besoin de sortir et de faire une pause. Donc enlever un exercice, ça ne mange pas de foin, il suffit que le prof lui dise à chaque fois tu fais pas le dernier exercice. C'est plutôt facile en général à mettre en place. Mettre en place évidemment un ordinateur pour celui qui a du mal à écrire, mettre en place une aide humaine s'il y a des difficultés de compréhension et autres. Ça, je ne vais pas en parler du coup parce qu'on me dit stop, il faut s'arrêter. Mais du coup, je vous l'ai mis parce qu'apparemment vous allez récupérer les dias. En général, on ne sait jamais PPS, PPAI, PAP, PPRE, on s'y perd. Il faut retenir quoi? Quand il y a un problème médical, c'est un PAI, on pense à I, infirmier. Ça marche bien en général, moi c'est comme ça que j'ai retenu. Donc problème médical type diabète ou un traitement, justement le méthylphénidétalodé. PPRE, on pense à un projet personnalisé, c'est simplement que c'est quelque chose de passager, on a le qui va passer, donc on a le R qui va nous aider. C'est comme un petit retard, là on voit le bout du tunnel, donc on a juste besoin d'un petit soutien dans une matière sur une période, ça va être court. Et quand il y a un enfant avec un trouble des apprentissages spécifiques ou un TDA, donc quelque chose de 10, soit il a une reconnaissance de handicap auprès de la maison des personnes handicapées l'Hérault, et on met en place un PPS, un projet personnalisé de scolarisation qui va durer sur sa scolarité, à renouveler en général tous les 2 ans. C'est pénible, c'est de paperasse. Soit il n'a pas de reconnaissance du handicap, simplement il a besoin du C10, d'un aménagement, et donc on parle d'un PAP. Ça va? C'est clair à peu près? Évidemment, ces aides, ça nous montre quoi? Alors la photo n'est pas terrible, c'est que vous allez évidemment fonctionner en partenariat avec l'équipe qui va vous suivre, que ce soit le médecin, coordinateur, que ce soit les professionnels, les thérapeutes qui vont le suivre, évidemment les profs à l'école. Lui doit le comprendre aussi puisqu'il en fait partie, c'est le maillon. Et évidemment, c'est unique à lui, donc il est unique aussi, donc on ne va pas faire la même chose. Donc moi, en tant qu'orthophoniste, je ne peux pas fonctionner de la même façon avec tous mes patients, c'est pas possible. Tous les enfants 10, et vous le savez, il y a autant de dyslexiques que d'enfants 10, puisqu'il peut avoir une dyslexie, il peut avoir un haut potentiel, il peut avoir une famille X ou Y. L'environnement joue aussi beaucoup, le caractère, donc évidemment, nous on doit s'adapter et lui doit comprendre aussi qu'il est unique, il n'est pas juste 10. Donc il doit comprendre qu'il est 10, mais il n'est pas que ça évidemment. Le plus important, je pense que vous avez déjà dû la voir, c'est là, elle passe souvent sur Facebook, c'est là le truc qui me plaît bien. Le popcorn est préparé dans le même bol, à la même température, dans la même huile, et pourtant les grains n'éclatent pas au même moment. Ne comparez pas votre enfant aux autres, leur temps de faire pop viendra. Et j'ai envie de finir là-dessus parce que c'est tellement vrai. La plupart des enfants que j'ai qui ont des multi-10 au potentiel, TDA et bon sang, la scolarité peut être très compliquée dès le début, très compliquée très tardivement, très compliquée sur la durée. En général, une fois qu'ils ont trouvé leur voie, ils s'éclatent. Et vos enfants, du coup, vous savez, c'est comme vous, ils sont extraordinaires, ils ont un potentiel fou. Simplement, toute la journée, on les évalue sur ce qu'ils ne savent pas faire ou qui ont des difficultés pour eux. Une fois qu'ils ont trouvé leur voie, donc ils vont simplement ne pas faire ce qu'ils ne savent pas faire. Et ils vont faire ce qu'ils savent faire. Ils ont une sensibilité, ils ont une intelligence, ils ont une ingéniosité de fou. Et vous voyez au quotidien, en général, quand vous avez du mal à vous dépatouiller, quand ils ont des arguments dans tous les sens, eh bien, il faut simplement les orienter là-dessus. Et en général, moi je reçois des textos tout le temps et des mails de tous ceux qui ont progressé après, en seconde, première, terminale ou après, ils s'éclatent. Par contre, il faut vraiment prioriser les études moins générales dans ces cas-là, parce que franchement, qu'est-ce qu'on apprend? J'espère qu'il n'y a pas de profs qui font du général ici, sinon je suis grillée. Le fait est que le général, moi j'en ai fait beaucoup. J'ai fait après 9 ans d'études pour finalement faire orthophoniste. J'aurais dû faire autre chose et bien plus tôt, et je me serais régalée bien plus tôt. Donc l'idée, c'est simplement, voyez pas petit, pour eux pas du tout, hein, mais voyez quelque chose qui les éclate de suite, parce que plus tard, on ira les voir, parce que monsieur machin ou madame machin, elle est juste exceptionnelle, ou il est juste exceptionnel, il voit des trucs que les autres ne voient pas, il est sensible à des choses que les autres ne sont pas du tout sensibles, il crée des choses auxquelles les autres ne pourront jamais penser, et surtout, il est tenace, il est persévérant, il est passionné en général. Donc j'ai fini. La suite, j'ai eu une question pour l'instant par écrit. Une dernière chose par contre, puisqu'on a dit que les aides c'est au quotidien, c'est les thérapeutes, c'est nous, c'est à l'école, c'est aussi à la maison. Donc je vous ai mis quelques petits mots qui paraissent tout bêtes, mais tellement difficiles, je sais, parce que moi j'ai les miens aussi à la maison à gérer.
La fermeté bienveillante, c'est très difficile. On est ferme, on est cadre, surtout avec un haut potentiel TDA, c'est super compliqué, parce qu'il y a plein de questions. Mais il faut être cadrant, ne pas laisser trop la pensée divaguer. L'idée après, c'est pour ça que les gens me virent. L'idée, c'est de simplement vous dire que vous avez aussi la possibilité vous, de changer les choses à la maison. Ne rajoutez pas des problèmes à votre enfant en vous disant je vais le sauver en allant voir 4 fois l'orthophoniste par semaine, je vais le sauver en rajoutant 14 rendez-vous par semaine aussi, ou je vais lui rajouter des dictées de mots dans tous les sens. Faites simple, et si vous lui enlevez le devoir le soir, je pense que ce sera très bien aussi. Mais ça, il n'y a pas de prof qui est là pour le savoir, donc tout va bien. Allez, bonne soirée. Merci. Merci. Bonjour, Emmanuelle Delrieux, je suis psychologue développementaliste. Je vous ferai grâce, je vais vous expliquer ce que c'est que cette spécialité en psychologie. Donc, alors, je ne vais pas reprendre de là. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Du coup, je vais faire un petit peu d'impro en même temps, parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions qui doivent émerger de tout ce panel de connaissances qui a été posé. Des petites choses aussi que je vais peut-être approfondir ou clarifier. On a terminé sur une note très positive, je la partage réellement avec toi. Après, il y a aussi parfois des réalités de terrain qui sont compliquées, complexes. Je ne les ai pas mis sur la diapo. Dans cette diapo, vous pourrez la récupérer à la fin comme toutes les autres, donc ne vous inquiétez pas. Et à la toute fin, j'ai expliqué comment on remplit un dossier MDPH. Parce que ça, c'est hyper galère. C'est compliqué, et je vais faire quand même cette petite parenthèse avant de commencer la diapo sur ce que tu as posé, c'est-à-dire toute la mise en diagnostic. La mise en diagnostic, c'est compliqué, c'est un vrai parcours de croix pour tous les parents. Je pense qu'en tant que professionnel, on peut tous témoigner de ça, d'avoir reçu des parents qui ont d'abord été chez l'orthophoniste, puis chez le médecin, puis machin, puis... Et en fait, on n'explique jamais les troubles. On ne clarifie pas ce qui se passe. On n'est pas à expliquer voilà, les troubles de comorbidité, c'est-à-dire on a ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et à la fin, on a des personnes qui sont éreintées, qui sont épuisées. Donc ce que tu disais tout à l'heure, c'est effectivement, c'est juste, c'est que normalement, ce serait idéal au médecin, au pédopsychiatre ou au neuropsychiatre à la fin, quand il prend tous les bilans, de dire, bon ben voilà, ce qu'on va faire, on va prioriser telle action pour l'enfant dans le temps. Mais en fait, ça ne se fait pas. C'est-à-dire que vraiment, très très peu. Et le rôle souvent des médecins, des pédiatres et des neuropédiatres en France, parce qu'on est dans cette optique, en France, parce qu'au Canada, en Belgique, ça ne se passe pas comme ça, mais on est dans le fait que c'est les médecins qui doivent attester, parce que nous, on n'est que psy, on n'est que orthophoniste, on n'est que psychomote, mais on n'est pas médecin, on n'a pas cette autorité, donc c'est eux qui doivent revalider à la fin, tamponner, pour regarder derrière si c'est un traitement médicamenteux ou pas. C'est pour ça que toutes ces démarches sont longues. Et il est rare effectivement que le médecin guide les parents, une fois qu'il y a tout, de dire « Oh là là, alors attendez, vous devriez commencer par faire ça ou ça ». C'est là où, en tant que psychologue, il y a de plus en plus de psychologues qui sont amenés à faire aussi ce qu'on appelle de l'accompagnement thérapeutique. C'est-à-dire, pas l'accompagnement comme on fait classiquement en thérapie, mais l'accompagnement des parents dans le parcours thérapeutique et de l'enfant, c'est-à-dire à un moment donné de reprendre tous les bilans, moi je le fais beaucoup, et de dire, bon, voilà, là ça fait par exemple 5 ans qu'il y a eu l'orthophoniste, au niveau du langage, on va peut-être privilégier le logicomate là, on va peut-être lever le pied sur certaines choses et puis faire plus ça, et on va dresser un planning sur les 3 ans à venir, sur les démarches à faire. On comprend aussi que c'est normal en tant que parent, c'est fatigant, parce qu'un dossier MDPH à remplir la première fois c'est un peu compliqué, donc il y a besoin de soutien. Autre chose aussi qui n'a pas été, et c'est normal parce qu'on ne peut pas tout dire, mais je vais insister quand même juste brièvement dessus, c'est que je reçois beaucoup de parents qui sont essoufflés, pas forcément essoufflés que par leurs enfants, ils sont essoufflés parce que, en tant que parent, il faut à la fois qu'ils acquièrent les connaissances d'un psy qui s'est tapé 6 ans d'études, ou d'une orthophoniste ou d'une psychomote, de venir hyper spécialisé sur le trouble ou les troubles qu'ont leur enfant, qu'ils le comprennent, qu'ils le voient, et s'il explique aux instituts, parce que parfois certains instituteurs ou certaines institutrices ne sont pas formés, et il y a cette fatigue qui est là, et on voit des couples, des familles qui sont éreintées.
Et ça, c'est pas pour promouvoir les voir de psy, hein, mais c'est vraiment, je pense que c'est important aussi en tant que parent d'être aussi à l'écoute de cette fatigabilité, parce que c'est vous qui portez en fait l'enfant dans son projet, dans le fait de l'élever et de le tenir. Donc je crois qu'il ne faut pas hésiter à des moments aussi déposer un peu chez le psy une fatigue qui est normale, des fois l'épuisement, le découragement, des fois juste pour reprendre un peu de peps. Il ne faut pas hésiter aussi. On n'y pense pas parce qu'on concentre tout sur l'enfant, mais c'est quand même les parents qui sont là derrière. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Pardon. Alors finalement, au niveau des comportements des enfants, ce que j'ai entendu dans ce qu'on a posé tout à l'heure, finalement le thème est beaucoup plus large. C'est les enfants qui ont des troubles, mais c'est surtout les enfants qui sont différents. Parce qu'on a parlé aussi des HPI. Et comme tu disais tout à l'heure justement, Mélanie, les HPI, c'est pas un trouble, c'est un fonctionnement intellectuel qui est différent de la majorité des gens. Après, il peut se poser des troubles sur le fonctionnement HPI ou pas. Après, tout ce qu'on a vu sur les 10, ben voilà, on peut le retrouver sur un fonctionnement intellectuel normé, ou sur un fonctionnement HPI, ou sur un fonctionnement un peu plus en dessous. Et effectivement, ça va donner une coloration au 10 avec une intensité de trouble qui est différente. Ce que j'ai beaucoup aimé, et je te remercie Mélanie, c'est que tu as vraiment insisté sur ce que, je voulais commencer là-dessus, sur le fait que pour n'importe quel 10, dans son domaine du trouble, donc par exemple moi je suis dyslexique, mais quand on va avoir une dyspraxie visuospatiale, quand on va avoir le 10 qu'on a, dans ce domaine-là, on va être en difficulté. Et quand on va demander tout simplement d'écrire pour quelqu'un qui a une dyspraxie visuospatiale, comme tu l'expliquais, l'enfant est vraiment obligé d'être attentif à ce qu'il est en train d'écrire plutôt qu'être attentif au contenu de la parole. Et du coup, c'est une double tâche, c'est une fatigue qui est énorme, et ça, on ne le quantifie pas. Et pourtant, il faut le prendre en compte. Hein, moi, je me souviens d'un témoignage pas plus tard que cette semaine d'un gamin, et je trouvais ça génial. Il était en CE2 et c'est un HPI, et j'ai diagnostiqué une dyspraxie. Et puis je dis, mais quand tu écris une dictée à l'école, tu te concentres sur quoi? C'est quoi qui est important quand tu écris, quand tu fais ta dictée? Et au lieu de me dire, ce qui est important, c'est de vérifier la règle d'orthographe, la grammaire, il me dit, c'est de bien écrire pour que la maîtresse soit contente. Et ouais, mais non, en CE2, normalement, le geste commence à être automatisé. Et du coup, l'enfant ne devrait plus utiliser une partie de son énergie attentionnelle pour se concentrer à bien écrire. Ça devrait être libéré pour se concentrer sur l'orthographe et la grammaire. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça, Mélanie, je te remercie, tu l'as vraiment bien expliqué sur tous les troubles 10, à quel point il y a une vraie fatigue chez l'enfant qui est là. Et qu'il faut prendre en compte. Donc, je vais juste faire une parenthèse sur les HPI parce que c'est une de mes spécialités, les hauts potentiels intellectuels, pour comprendre un petit peu de quoi il en retourne pour les personnes qui sont au potentiel avec des troubles associés. Ce que vous voyez là, c'est la jolie courbe gaussienne. C'est un peu comme, vous savez, là, le bois qu'a mangé un éléphant là, du Petit Prince. Cette courbe gaussienne, on va l'utiliser pour représenter et disposer les différents indices d'un test qu'on appelle le test du WISC-5 pour les enfants qui va de 6 à 16 ans, qui fait partie des batteries de tests de l'échelle de Wechsler, la WIPSI 4 pour les plus petits, et puis la VICE 4 pour les 16 jusqu'à 99 ans. C'est un test de QI alors, qui est utilisé partout pour mesurer l'intelligence générale. On n'est pas comme tout à l'heure, tu en parleras Cédric un peu plus profondément, les intelligences multiples. Alors pourquoi? Parce qu'elles sont difficilement mesurables encore. L'intelligence émotionnelle, on n'a pas encore de test. Il y a plein de choses qui sont difficiles à mesurer. Donc on va s'axer dans ce test sur les compétences cognitives générales, c'est-à-dire le verbal. Quand je donne une information à autrui, comment je vais la réfléchir et comment je vais être capable de l'expliquer. Lorsque l'autre me parle, comment je comprends ce qu'il est en train de me dire. Toutes les compétences en logico-mathématiques, toutes les compétences en visio-spatial, des compétences aussi pour la mémoire de travail, et enfin la vitesse de traitement. C'est ça aussi qui va nous aider, nous, à se dire « Ah tiens, peut-être il y a une petite dyspraxie ou il y a quelque chose. Okay »
tous ces indices-là vont être mesurés à l'aide de plein de petits tests qui sont faits sous forme de jeu. Et ça va permettre au psychologue qui fait passer le test de pouvoir situer la personne dans son fonctionnement cognitif. L'idée, c'est qu'on a deux types de profils de manière générale. On a soit ce qu'on appelle les profils homogènes, c'est-à-dire qu'on va avoir les 4 indices, les 5 indices, parce que j'ai mis visio-spatial, qui vont être concentrés ensemble à un même endroit. Donc soit entre 90 et 110, on parle d'intelligence normale, okay, soit on va vers 130 et plus, on parle du HPI. Et on parle d'un profil homogène. Donc là, tout va bien, RS. Et on a ce qu'on appelle les profils hétérogènes. Les profils hétérogènes, on va avoir une partie des indices dans un domaine et les parties d'indices dans un autre domaine. L'écart que l'on voit là dans l'exemple en dessous, il est dit statistiquement significatif. Ça veut dire que normalement, le psychologue se doit de l'interpréter. C'est là où tout à l'heure, au tout début, je vous disais, c'est compliqué quand on est parent parce qu'on est dans le parcours du combattant. C'est que moi-même, en tant que praticienne, j'ai vu beaucoup de bilans qui me sont revenus et où les psychologues n'avaient pas pris le temps non plus d'interpréter l'écart qu'il y avait parce qu'on dit bah, c'est hétérogène, le QI est lui ininterprétable. Non, non, le QI est ininterprétable, ça veut dire qu'il n'a pas de sens statistiquement. Mais en fait, en tant que psychologue, on se doit d'essayer de comprendre pourquoi il y a un tel écart. Ça veut dire qu'il y a présence de troubles. Alors ça peut être des troubles comme des 10, ça peut être un TDAH ou un TDA, mais ça peut être aussi tout simplement un trouble anxio-dépressif, ça peut être plein de choses. Mais on se doit de lui donner du sens et de l'expliquer. Donc ça c'est important aussi en tant que parent que vous le sachiez et que vous le compreniez, parce que on n'est pas forcément tous formés à vraiment donner du sens à ce bilan-là. Donc ça c'est important, vous en tant que parent, de bien comprendre que toute hétérogénéité doit être expliquée. Et c'est à partir de cette hétérogénéité que nous, le psy ou orthophoniste ou psychologue, on va pouvoir commencer à déterminer des hypothèses de travail et dire ah, ben là, il y a effectivement une dyspraxie ou un TDAH, etc. L'idée est la suivante, c'est que quand on a une personne qui a un fonctionnement intellectuel comme les hauts potentiels, c'est-à-dire à 130 et plus, en fait, ils vont se suradapter et surcompenser leurs troubles. Donc c'est des personnes qu'on va avoir sur le tard, vraiment des mêmes adultes, où je sais pas, tiens, la semaine dernière, une avocate, on a passé le test et je lui ai dit mais je pense que vous avez une super dyscalculie. Et elle m'a dit, mais oui, en fait, j'étais nulle en maths, et à partir de la seconde, c'était une évidence qu'il fallait que j'aille faire littéraire. Mais quand je disais nulle, ça veut dire quoi? Elle me disait, mais en fait, ça n'a pas de sens. Un chiffre n'a pas de sens pour moi. Et on est bien dans la dyscalculie. Sauf que, comme il y a une intelligence logico-math qui est développée, de l'autre côté, elle a surcompensé. Et c'est un peu, on fait pirouette cacahuète. Et c'est pas évident pour tout le monde, même moi en tant que professionnelle, même si je le sais, je me fais plein de fois avoir. Donc pourquoi je le pose? Parce que c'est vraiment, si on prend l'intelligence et qu'on enlève toutes les définitions et tous les livres qu'on lit sur les HPI, qu'on enlève toutes les jolies caractéristiques, c'est un peu comme l'horoscope, on regarde, oh je crois que je suis, non je ne suis pas, je suis pas, donc toi tu l'es. Et qu'on enlève ça, on regarde l'intelligence d'un point de vue purement biologique, c'est de l'adaptation. Et ce qui est intéressant dans cette courbe, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est ce que tu posais, on n'est pas tous égaux. Et que au niveau de l'adaptation, à 130 et plus, ces personnes qui sont HPI ont une intelligence où ils vont essayer de s'adapter. Ce n'est pas forcément une adaptation sociale, mais adaptation à l'information. Et du coup, quand il y a présence de troubles, le système, le corps, le cerveau, va tout faire pour compenser ça. C'est comme ça, c'est automatique, ça se met en place. Et effectivement, plus on va vers des fonctionnements normés, on va retrouver cette hétérogénéité d'ailleurs, quand il y a un 10, on le retrouve, mais ça va peut-être être plus saillant parce qu'il y aura peut-être moins d'adaptabilité. La dyslexie, excusez-moi, de fin de journée, j'en peux plus. Donc, si je fais, alors je fais un petit débrief, et ce que je vous dis là, encore une fois, ça ne fait pas consensus. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai réfléchi par
la clinique, dans mes études universitaires, mais c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas forcément à l'université, et même dans le milieu médical, et c'est pas encore forcément tout à fait pris en compte. Donc voilà, ça c'était sur les HPI. Après, je ne sais pas si c'est forcément très pertinent d'aller s'axer que sur les HPI, parce que je pense qu'on est là pour discuter un petit peu de tout, les 10 et les différents troubles. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de pouvoir parler des comportements. Alors, on m'a fait cette commande en me disant, c'est très bien que tu parles des comportements des 10, des différents 10, mais je me suis interrogée, et classifier les comportements, c'est compliqué. Parce que, si je prends le comportement d'un enfant que tu l'as posé d'ailleurs, qui a un trouble de l'attention et qui est garçon, eh ben on va aller peut-être vers une sorte d'agitation. Alors que la fille, pas trop. Est-ce que cette agitation est due parce que c'est un garçon ou une fille, ou est-ce que c'est le contexte social qui permet que les petits garçons ont le droit d'être plus agités que les petites filles? Je ne sais pas. Nous-mêmes, en tant que psychologues, si on n'est que sur la grille comportementale, on va passer à côté aussi de certains troubles, parce qu'on peut se faire avoir par ce que l'on voit. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir quel comportement par rapport à mon enfant pour pouvoir le déceler. C'est là où je vais faire intervenir l'école. Alors, sur la diapo, je ne l'ai pas posé, mais une des premières choses, c'est quand même l'école où c'est généralement les instituts qui vont tirer la sonnette d'alarme aux professeurs. Et ça, je l'entends systématiquement au cabinet. Des fois, voilà, encore il y a 15 jours, une dame qui s'est effondrée en me disant, mais j'ai décelé que son enfant était HPI avec un trouble de l'attention et une dyspraxie visuospatiale à 17 ans. La maman, elle est pédopsychiatre. Et elle dit, mais en fait, j'ai quand même un institut de maternelle qui m'a dit qu'il y avait un problème, et je me suis dit que c'est quand même un gros con, qu'il fallait laisser les gamins tranquilles, quoi. Et qu'on allait laisser mon gamin se développer pépère. Ok. Mais il n'empêche qu'en CE2, il y a aussi un institut qui avait dit, et je pense qu'il y a quelque chose. Bien sûr, c'est pas évident, d'accord. Il y a tout un dialogue qui est compliqué pour tout le monde entre l'institut et le monde de l'éducation nationale et les professionnels et les parents et l'éducation nationale et avec les professionnels. Néanmoins, c'est quand même eux aussi qui, à des moments, voient des choses et vont les rapporter. Alors, maladroitement parfois, parce qu'eux-mêmes ne savent pas, ne doivent pas poser de diagnostic, et puis eux-mêmes ne savent pas forcément. Mais pourtant, c'est aussi important de pouvoir parfois prendre, interroger, comprendre aussi ce qui est dit du vécu de l'école. Parce que notre enfant en situation scolaire, justement parce qu'il est 8 heures par jour sur la chaise et qu'on va le mettre dans des contraintes qu'à la maison, il ne va pas avoir, va manifester des comportements qui vont être ces fameux comportements qui vont nous donner des signes de dire « Ah, tiens, il y a quelque chose ». Hein, je vous donne l'exemple aussi de cet enfant qui a un trouble de l'attention. J'ai reçu le papa et la maman. La maman était très ouverte à ça. Le papa me dit « Non, mais c'est un enfant. » Ok. Là, les instits, elles font un peu c'est un enfant, il a le droit de bouger, il a le droit de vivre. Depuis quand Oui, ok. Mais quand il a son enfant tout seul à la maison, ça se canalise, ça se vit. Mais en fait, ce que les instituts sont juste en train de relater, c'est de dire, en fait, 8 heures par jour, sur une chaise, avec plein d'autres enfants, on voit que le comportement-là, en fait, il dénote, il interroge. Et on a besoin de comprendre pourquoi aussi, juste pour l'accompagner aussi correctement. Donc, je ne suis pas là pour défendre les instituts, mais je suis là pour essayer de recréer aussi un espace de dialogue. Et ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que pour accompagner un enfant, son enfant, qui a un trouble, un 10, quel qu'il soit, et ou un trouble de l'attention, ou une spécificité qui est juste un HPI, ou un HPI avec plein d'autres spécialités, sinon c'est pas marrant, et bien ça demande aussi un temps par an de recréer ces espèces de dialogues et qui ne sont pas évidents. Voilà. C'est pas forcément une note très positive ce que je dis, mais c'est important. C'est-à-dire que tout le monde glane des informations. Il faut bien entendre que derrière, il n'y a pas de notion de jugement.
c'est une notion qui, en fait, on s'interroge et on doit recontextualiser, en fait. Et ça, c'est pas évident, parce que quand on est parent, et c'est moi la première, je suis maman aussi, et on a envie de protéger son enfant, et des fois, on y va en combattant, alors que il y a quand même, en tout cas dans le bassin montpelliérain, beaucoup de professionnels qui sont de plus en plus formés. Il y a des instits qui ne le sont pas, mais il y en a qui le sont. Moi, je vais toujours faire des réunions pédagogiques dans les collèges, dans les écoles primaires. Et je suis toujours surprise de voir que l'instit qui est le plus renfrogné, à la fin de l'année, c'est celui avec qui on s'éclate le plus et qu'on fait des trucs de dingue en termes de projet avec l'enfant. Donc des fois, il faut aussi savoir dépasser ses a priori, et ça, c'est pas évident. Donc il y a tout un combat à faire autour des a priori que l'on a sur vos enfants par rapport à son 10. Mais il y a aussi un combat à faire dans les a priori qu'on peut poser sur les autres quand en fait il n'y a pas une bonne connaissance. Donc ça c'est une chose. Et puis je vais terminer parce que je pense que sinon ça fait trop longtemps que je blablate. Sur... Oh, ça m'était vu. Je m'étais dit, tiens, ça, il faut absolument que j'en parle. Et hop, c'est parti. Peut-être j'ai un truc de l'attention. Peut-être une fatigue, ça va bien. Ah bah mince alors. Ça m'apprendra à pas poser. J'étais en train de poser sur les télévisions. On attend là, comme on l'a dit, sur les comportements, sur les troubles, sur les stéréotypes et les fausses croyances. Mais ça, les fausses croyances à démonter, c'est pas évident pour tout le monde. Mais c'était pas ça, c'était quelque chose de plus sensible sur ce que je peux recevoir en cabinet en fait. Ah voilà, merci. Alléluia. C'est sur le fait que dans la fausse croyance, donc là j'ai parlé du côté parent, là maintenant je vais parler du côté enfant. Et c'est quelque chose qui est hyper important. C'est que des fois on a tendance, ce qui est normal, à surprotéger son enfant face à la compréhension de son trouble. Or, plus un enfant ou un adolescent, ou d'ailleurs un adulte, mais surtout un enfant et un adolescent, comprend son trouble, plus il est capable de mettre à disposition toutes les énergies qui sont nécessaires. Or, si vous saviez le nombre d'enfants et d'ados que je reçois au cabinet, qui ont des 10 ou des TDA, et où le gamin, je lui dis, au fait, quand tu as été voir le neuropsychologue, il t'a expliqué au bilan, c'était quoi un TDA Non. Okay. Et quand tu as été voir la psy, là, et qu'elle a dit que tu étais HPI avec une dyspraxie, tu sais ce que ça te fait dans le corps? Enfin, tu comprends? Non. Ok. Comment on peut demander à un enfant de vivre ce qu'il vit? Parce que, comme on l'a dit, c'est un trouble. Toute sa vie, il va vivre avec. Alors même si, ok, ça se lisse en étant adulte, et même si c'est hyper important de positiver, c'est une réalité. Parce que moi, je suis développementaliste, donc je vois les choses de zéro jusqu'à très très loin, jusqu'à la tombe, en fait. Ben, l'idée, c'est qu'à un moment donné, il y a le vieillissement. Et quand il y a le vieillissement vers 80 ans, ben, les troubles, on les voit réapparaître. Parce que le corps, il ne peut plus compenser le trouble. Donc, si on n'autonomise pas l'enfant et l'adolescent à vivre avec, à comprendre ce que ça veut dire, à comment aussi le dialoguer avec ses pairs et aussi avec les autres, c'est compliqué. Donc, ça, c'est aussi un travail qui est important. C'est-à-dire que dans toutes les prises en charge pluridisciplinaires, c'est important de s'occuper des troubles, c'est important de se focaliser en disant, voilà, moi je suis la première à dire, les psys, on n'en a pas besoin. D'abord, on priorise, on fait de la TCC, on fait de l'orthophonisme, on fait des machins. Mais il y a quand même un moment où, dans le développement, il va falloir recentrer l'enfant ou l'adolescent sur qu'est-ce que ça fait concrètement dans le corps, qu'est-ce que ça veut dire neurologiquement, comment tu vas pouvoir t'adapter au monde. Regarde déjà tes points de force, tes points de compétence, et là où il y a des difficultés, soit on fait des stratégies de contournement, parce qu'on a le droit, mais on peut aussi essayer parfois de sortir un peu de sa zone de confort. C'est aussi hyper important de responsabiliser l'enfant et l'adolescent, et là je fais une parenthèse sur le trouble de l'attention, parce qu'il y a beaucoup d'enfants et d'adolescents qui vont énormément se victimiser par le trouble de l'attention,
mais parce qu'ils ne comprennent pas vraiment c'est quoi. Et surtout, ils vivent intérieurement une sorte de dissonance, parce qu'ils voient, il y a des moments qui ont une sorte d'impulsivité, et ils vivent une culpabilité, et c'est compliqué, ils ne sont pas conformes, on ne leur a pas appris à gérer ça. Et c'est important aussi pour leur épanouissement d'être en termes de socialisation, mais aussi de eux à eux, dans l'estime d'eux-mêmes, dans leur développement. Donc c'était vraiment sur ce point-là qui était quand même hyper important, j'ai failli oublier, je suis désolée, sur lequel je voulais vraiment insister. C'est qu'en tant que parent, c'est important bien sûr d'aller dépasser des stéréotypes. C'est un vrai boulot, hein. C'est pour ça que j'ai commencé cette intervention en disant en tant que parent, vraiment, mais quand vous sentez que vous avez besoin de craquer, allez faire de la sophrologie, allez vous faire masser, allez voir un thérapeute, enfin, faites un truc qui est bon pour vous parce que c'est un vrai combat. Mais ça va être important aussi pour votre enfant, des fois, de lâcher la surprotection pour qu'il apprenne à vivre avec son trouble. Parce que c'est en lui, c'est dans son corps. C'est lui qui est tous les jours avec des difficultés ou des non-difficultés d'ailleurs. Mais il faut qu'il en soit responsable. Parce que l'hyper prise en charge des thérapeutes, sans s'en rendre compte, nous-mêmes, on en vient à presque prendre l'enfant ou l'adolescent comme un objet. On s'occupe du trouble, mais en fait on ne prend pas le temps d'expliquer à l'enfant c'est quoi ce trouble, et pourquoi on fait ça, et comment on le fait, parce que nous-mêmes, des fois, on s'est automatisé dans nos tâches. Et ça, moi la première, hein, je le dis, mais de temps en temps, je me mets une petite claque comme ça à la figure, on a une attention. Mais c'est important, vraiment, vous-même en tant que parent, de ne pas être non plus dans la surprotection. Et il me reste 5 minutes ou pas ? Rapidement, je fais juste une petite parenthèse parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais je le pose parce que c'est quand même un gros phénomène. C'est les TOP, les troubles oppositionnels avec provocation. Et ça, alors ça c'est pas facile parce qu'on en est un peu au balbutiement en termes d'études scientifiques sur les TOP. On voit que ça s'est accompagné avec les troubles de l'attention, mais on voit aussi qu'il y a des TOP sans troubles de l'attention. Et ça, je le pose parce qu'on en parle peu, que les parents, mais généralement je les reconnais, ils sont comme ça, ils n'en peuvent plus. Et qu'on se rend compte que derrière, on n'est pas dans des défaillances parentales. Or, c'est ce que souvent les parents ressentent. Ils se disent, en fait, c'est ma faute, je n'ai pas dû bien faire. Et pas du tout. Et donc, on a quand même un bon service pour le coup à Montpellier avec le docteur Nathalie Blanc pour les TOP. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter non plus à aller se renseigner, à regarder ce que c'est. Et la priorité pour les parents, quand c'est le cas, quand on le vit, c'est vraiment, pour le coup, faire ce que je vous disais au départ, ça va être sécuriser le couple, sécuriser la cellule familiale, parce que c'est épuisant et c'est fatigant. Je ne sais pas si on peut poser des questions. Ah oui, il y a des places. Comment apprendre à des enfants? Du coup, je vais répondre à la question où vous avez levé la main exceptionnellement. Non, je ne savais pas, je ne vois pas ce que vous voulez dire par TOP. Vous pouvez donner un exemple? Oui, je vais vous donner un exemple. Alors, il ne faudra pas être heurté par ce que je dis. D'accord? Un enfant qui a un TOP, ça s'appelle trouble oppositionnel du comportement. Un enfant qui a un TOP, on lui dit cette chaise, elle est rouge, elle est bleue, pardon, tu n'as pas le droit de t'asseoir. Le gamin, il arrive, elle est rouge. Et quand vous allez lui dire, est-ce que, je sais, en fait, elle n'est pas rouge, elle est bleue, et en fait, j'ai demandé de ne pas la prendre parce qu'il va y avoir quelqu'un, et qu'on lui explique gentiment, non, elle est rouge. Et un petit air de provocation où on sent tous dans nos tripes un truc qui dit « Ah ouais, tu veux jouer ça ?» Ok. Et en même temps, on se remet tout de suite dans notre belle en disant « Oh là là, maman, mon Dieu, j'ai lu Filiosa, la bienveillance, la bienveillance. » On inspire, on expire, mais dans le fond, c'est ce que Winnicott appelait la haine dans le contre-transfert.
un truc qui n'est pas très sympa, mais qu'on a tous vécu quand on était une mère allaitante, et qu'on se disait, oh, quand est-ce qu'on arrête ce truc? D'accord? C'est on aime son gosse, mais en même temps on a envie de le jeter par la fenêtre. Et bien, grosso modo, un enfant qui a un top, le parent vit ça en constance. Un truc qui est j'aime mon enfant, mais alors. Alors bien sûr, on l'a tous vécu plus ou moins avec nos gosses, hein, désolé pour les enfants qui sont là, mais là, un top, c'est pas une fois, parce qu'on est fatigué, c'est tout le temps. Et du coup, on voit des parents qui n'osent pas donner leur gamin à d'autres parents, parce qu'ils savent que les autres parents n'auront pas de ressources d'amour aussi grandes qu'eux, et que le gamin, il va peut-être passer par la fenêtre. Non mais... Je blague, mais bon, hein, parce qu'il faut en rire. Mais c'est un peu ça, un top. Et du coup, il y a un poids de honte qui est terrible pour le parent. Moi, j'ai vu des parents arriver, me cacher sous cape leur gosse. J'ai vu des parents me dire, mais je me suis fait jeter du cabinet médical où on me disait, mais honte à vous, vous ne savez pas élever votre gosse. Alors qu'en face, on a des parents qui sont cadrans, qui le posent bien le cadran, sauf qu'on a des gamins qui disent, ah ouais. C'est comme ça que tu le prends. Oh, et on fait comment? On fait comment quand un gamin nous pousse, ou quand on a sorti tout le manuel de Filiosa de A à Z et qu'on a fait tout ce qu'on nous a dit, et qu'en face, il reste un instinct primaire de violence qui émerge? C'est ça, grosso modo, si je vous caricature. Comment apprendre à des enfants de TDAH, HPI et multilisme à gérer leurs troubles et leurs différences, surtout quand on est soi-même. Je la répète, comment on fait pour apprendre à un enfant qui est multidis, donc lui il a la chance, il a tout, pour apprendre à vivre et TDAH, H et HPI, pour apprendre à vivre avec ça, surtout quand on est soi-même. Eh bien, c'est une très bonne question. J'ai 2 heures. Après, toi, tu as des... Voilà, je l'aurais bien vu. Comment on fait? C'est une bonne question. Je pense que j'y ai un peu répondu, entre guillemets, pendant l'intervention. Je crois que c'est un temps qui nécessite un vrai apprentissage intellectuel, c'est-à-dire conceptuel, comprendre complètement son trouble, l'appréhender. Après, ça nécessite aussi d'aller travailler en fait avec différents professionnels, c'est-à-dire que le psychologue va aider à comprendre, à mettre des mots sur ce qui se passe, sur les processus cognitifs, sur concrètement dans la vie de tous les jours, comment se traduit ce trouble, c'est-à-dire comment je vais faire la différence entre ma dyspraxie visuospatiale, est-ce que là c'est mon trouble de l'attention, ma dyspraxie visuospatiale, enfin toutes ces choses-là. Et puis c'est aussi peut-être s'entourer d'un sophrologue ou d'une sophrologue qui va aider aussi à se recentrer dans le corps. C'est-à-dire que ça on ne l'a pas trop parlé hein, dans les prises en charge, on était dans des prises en charge très médicamenteuses, mais on a des prises en charge qui doivent aussi être des prises en charge pour apprendre à gérer toute l'hypersensibilité, tout l'espace émotionnel, la fatigue, la suradaptation que génèrent ces troubles, la présence de ces troubles. Donc comment faire? C'est un accompagnement qui, je pense, se fait sur le long terme. Et après, après très sincèrement, c'est comme quand quelqu'un me posait la question, Emmanuel, c'est quoi être femme? Oh, la question, quoi. Non mais c'est vrai, enfin, je vais dire, ok, on peut en parler, enfin, déjà on va commencer par où? En anthropo, en philo, en point de vue du... Et puis être femme, enfin, je pense que ça s'apprend tout au long de sa vie, qu'on soit enfant à grand-mère feuillage. Donc c'est un peu compliqué, et je pense que c'est la même chose là, dans cette question. La vraie question, c'est comment j'apprends à vivre avec mon trouble et comment je grandis avec ce trouble, quel que soit l'âge que j'ai. Ce qui est important, c'est que le parent qui a ce trouble, il ne peut pas non plus projeter ce qu'il vit par rapport à son enfant. Il va pouvoir donner des petites astuces, des petits guides. Mais fondamentalement, comme Mélanie le disait très très justement, chaque 10 et non chaque 10 est différent
Donc du coup, on ne peut pas l'accompagner pareil. Moi, je vois au cabinet, quand j'ai des Asperger, non mais je ne fais pas une prise en charge pareille, j'ai pas un Asperger qui est pareil. Donc je ne peux pas lui dire, alors tu fais pareil que ton gamin, je verrai copie, c'est non. Donc vous-même en tant que parent, ok, vous avez peut-être mis, mais vous avez quel âge? Quand je vois des parents qui arrivent et disent, méditation, surkiff. Franchement, j'adore, je suis à fond, méditer. Allez les gamins, on médite. Non mais les gamins, ils font tous la tête. Mais le grand là, qui a 45 ans et qui se met à la méditation, il s'est mis à 45 ans. Je ne sais pas si lui, à 5 ans ou à 10 ans, il l'aurait fait avec le même enthousiasme. Donc il y a aussi ça à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle l'adultomorphisme. Hein, c'est en tant qu'adulte se dire, tiens, voilà ce qui est bon pour moi sera bon pour mon enfant. Eh ben, pas sûr. Je dis pas, hein, c'est bien de faire la méditation pour les enfants, mais on ne peut pas calculer quoi. Voilà. On va faire la pause dans une minute. J'avais reçu juste une question. Alors, c'est pas tout à fait mon domaine de prédilection. Que penser de la Ritaline pour les enfants 10, le fameux méthylphénidate? Alors, je ne sais pas le positionnement, donc je ne sais pas ce que je dois vraiment dire. Moi, j'ai mon positionnement personnel. En gros, le méthylphénidate est un traitement médical qui est validé par la Haute Autorité de Santé, qui fonctionne, qui ne crée pas j'ai pas le nom, merci, vous savez déjà le cours, qui ne crée pas de dépendance, qui a un effet on-off sur 8 heures, et en gros, si on vous le propose, alors pour une 10, je ne vois pas trop, pour évidemment un TDA bien sûr, si on vous le propose, je dirais essayez. Si ça fonctionne, gardez-le. Si ça ne fonctionne pas, vous savez qu'il en existe plusieurs molécules, que ce soit le Ritaline, Concerta, Quasim, et puis il y en a des nouveaux maintenant, Medikinet et autres. Je dirais on essaye. C'est comme si vous aviez mal à la tête et puis vous dites quand même le Doliprane, je ne vais pas le prendre parce qu'il y a des effets secondaires. Oui, mais comme tout médicament, comme l'Inexium quand il y a du reflux, et on a tous pris ou donné à nos enfants, en général, si ça peut aider, bien sûr. Et vous le verrez de suite. Donc c'est l'avantage. Par contre, si possible, ne précisez pas ça aux instituts quand vous le donnez, comme ça vous verrez si elles ont vu une différence ou pas. Et évidemment, ça se donne progressivement. En général aussi, la question se pose, du coup je me dis, tiens, pourquoi la Ritaline avec une 10 et pas avec un TDA? Si les difficultés d'attention sont générées, enfin en tout cas ne se voient qu'au niveau scolaire, à chaque fois que l'enfant doit lire ou écrire, ou quand il est en classe, ou quand il est devant des devoirs, et que là, il y a une inattention folle, une hyperactivité folle, une bougeotte, c'est peut-être juste parce que ce qu'on lui demande là, c'est comme si on le disait tout à l'heure, c'est très compliqué, ça lui demande des efforts, il n'en a pas envie, ça ne le stimule pas en plus intellectuellement de recopier, d'écrire des mots, etc. Donc bien sûr, à ce moment-là, il va divaguer, il va partir ailleurs, il n'aura pas envie, il va bouger. Donc, par contre, si les difficultés d'attention, d'hyperactivité, d'impulsivité se retrouvent dans d'autres contextes, bien sûr, c'est là qu'il y a peut-être plus un TDA, mais les difficultés, les symptômes d'inattention, d'hyperactivité, d'impulsivité, si elles ne se retrouvent qu'au moment des apprentissages écrits et scolaires, c'est juste parce que la 10 majore l'inattention, majore l'immotivation et tout le travail. Et donc là, en général, la Ritaline, le Medikinet ou en tout cas le méthylphénidate n'est pas nécessaire puisque le TDA, c'est un déficit dopaminergique. J'ai moins de dopamine, je sécrète moins, j'ai du mal à autoréguler cette sécrétion dopaminergique. Et donc on me donne un psychostimulant qui va permettre de mieux réguler, d'en avoir plus et de mieux fonctionner. Si je suis juste inattentive parce que ça ne me plaît pas, parce que je suis motivée, parce qu'il faut écrire et que j'aime pas ça et parce que ça m'est difficile, ça n'aura pas d'effet. Donc autant essayer, vous le verrez de suite. En tous les cas, la prescription, si on vous la fait, moi je dis essayez. Mais ça, c'est mon parti pris. Ok, donc c'est cool. On fait une pause et on reprend après avec Alexandre et... Oui, juste 5 minutes de pause. Vous avez des gâteaux, votre gauche, des boissons. Vous avez de la documentation sur votre droite. On a parlé des enfants HPI, HPE. Vous avez 3 facettes de livres qui ont été faits par un psychanalyste et qui sont très intéressants. Et on a une petite boîte pour vos dons, pour nos actions. N'hésitez pas, merci.